Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord bienvenue à l'école Estienne. Je suis ravi de vous accueillir ce soir autour de cet événement, autour de Charles Péguy. C'est une première pour l'Imprimerie nationale. Alors on a l'occasion de participer à des expositions. On a fait une exposition sur l'Imprimerie nationale à New York. On a contribué à un certain nombre d'ouvrages. Mais c'est la première fois qu'on est à l'initiative d'un événement littéraire. Pour ceux qui connaissent et qui suivent l'Imprimerie nationale, depuis ces dernières années, elle s'est considérablement transformée. On va dire, elle s'est énormément dématérialisée. Pour des imprimeurs, c'est compliqué. Tous les jours, on a de plus en plus de technologies dans notre belle société, mais on n'en a pas oublié notre patrimoine, nos activités, qui datent depuis le XVIe siècle. Regardez ces premiers cahiers de la quinzaine. Là, c'est le deuxième et le troisième. Vous avez le premier ici, dans le tirage de l'atelier d'art. Ce sont les seuls qui sont faits ainsi, c'est-à-dire que vous avez écrit cahier de la quinzaine sur la couverture, mais au-dessus, il y a un auteur. Et cet auteur, pourtant, ce n'est pas l'auteur de tout ce qu'il y a dans ce cahier de la quinzaine. Le premier, est presque entièrement de Péguy, mais les deux suivants, non. Et ce ne sont pas des auteurs de moindre importance. Dans ces cahiers, on trouve des textes d'Anatole France, de Jean Jaurès. Et pourtant, Charles Péguy chapeaute tout ça. Ça disparaît, comme par enchantement, au quatrième cahier. Et ça ne reviendra pas, simplement, ça reviendra quand il s'agira de cahiers entièrement signés de Péguy. À mon avis, là, on voit bien se trahir quelque chose qui est la tentation de Péguy, c'est la tentation d'occuper toute la place. La sociabilité idéale de Péguy, son problème, c'est que son danger, sa pente en quelque sorte, c'est de finir par Péguy tout seul. Dans les premiers cahiers de la quinzaine, il y a beaucoup de dialogues. Les textes de Péguy sont souvent des dialogues imaginaires entre divers personnages, qui pour la plupart d'entre eux, en fait, sont divers doubles fictifs de Péguy, souvent ces anciennes signatures dont il usait lorsqu'il écrivait sous pseudonyme, donc qui mettent en scène la diversité qu'il appelle de ses voeux au cahier de la quinzaine, cette espèce de diversité qui produit paradoxalement de l'harmonie. Bon, mais en fait, cette diversité, eh bien, elle est la diversité de Péguy tout seul. Sa façon de gérer la revue, donc je propose de la comprendre aussi comme une sorte de laboratoire de son expérience d'écrivain, de sa construction littéraire. Et pas n'importe quel type d'écrivain, un écrivain effectivement écrasant, à l'ego en liberté, l'ego démesuré, et aux nombreuses contradictions. C'est des traits qu'on peut tout à fait reprocher à un militant politique, mais qu'il serait un peu absurde de reprocher à un écrivain. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de la revue elle-même, cette revue est d'abord une revue très collective, très engagée politiquement, qui rend compte des congrès socialistes, qui rend compte des débats, qui republie des textes contradictoires parus ici et là dans la presse. Et petit à petit, la revue accueille de plus en plus plutôt des monographies, des œuvres littéraires, des œuvres à un seul auteur. Eh bien, Péguy, en fait, se dévoile lui-même à cette image, petit à petit. Il est de moins en moins un militant politique, de moins en moins le chef d'un groupe, le gérant d'une revue, mais de plus en plus, il est la personne Péguy, la personnalité Péguy, comme il aime à dire. Péguy, il est celui qui, comme le directeur de cette revue, et comme l'auteur, l'écrivain qu'il est en train de devenir, celui en qui se concentrent tous ces destins collectifs, celui qui veut les porter tous à la fois. Tout seul peut-être, mais il les portera tout de même. C'est ce qu'il appelle la mystique. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Comment vous avez travaillé pour obtenir un tel résultat? Parce qu'on a parlé de typographie traditionnelle. Oui, on est effectivement, on ne travaille qu'en typographie traditionnelle à l'atelier du livre, avec des caractères en plomb et donc avec aussi des techniques d'impression totalement traditionnelles, un peu comme au temps de Gutenberg en quelque sorte. Bon, enfin, les techniques ont évolué quand même depuis, mais c'est toujours de la typographie donc au plomb mobile, selon l'invention de Gutenberg. Et donc chaque fascicule a été les textes de chaque fascicule ont été composés donc manuellement, lettre à lettre. Et donc, on fait l'objet de lectures, de relectures incessantes pour coller au mieux au texte original de chacun de ces cahiers de la quinzaine. Quand monsieur est arrivé pour vous proposer cette idée, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Écoutez, j'ai été ravie
parce que nous entendions célébrer ce centenaire de la mort de Peggy avec faste. Et on a fait beaucoup de choses au sein de notre association en cette année, donc 2014. Et ce projet que Pierre Savin nous a amené, eh bien, j'ai trouvé tout de suite que c'était une façon formidable de faire connaître une facette de Peggy à la fois méconnue et en même temps très susceptible d'intéresser les gens aujourd'hui. Et pourtant, ça représente un travail considérable, c'est de revenir à l'ancienne. Oui, mais ça, on ne s'en rendait pas compte. Vous savez, comme toutes les grandes aventures, on ne sait pas au départ à quoi on s'engage. Mais certes, c'est un gros travail, mais c'est un travail passionnant qui nous a fait découvrir à nous toutes les arcanes de l'imprimerie, parce que nous n'étions pas du tout des spécialistes, mais nos visites au siège de l'imprimerie, nos rencontres avec les différentes personnes impliquées ont été passionnantes. Ça a été un véritable apprentissage des deux côtés. Les gens de l'imprimerie nationale ont découvert Peggy et nous avons découvert leur magnifique métier.